Bonjour Olivier Faure, merci Bonjour, beaucoup d'être notre Roselyne. invité politique ce matin. Premier secrétaire du Parti Socialiste soutient évidemment d'Anne Hidalgo. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse quotidienne régionale. Bonjour Christelle Bertrand. Bonjour Auréane, bonjour Olivier Faure. Bonjour à vous. Christelle du groupe La Dépêche. On commence par un mot sur l'Ukraine. Olivier Faure, négociation hier entre Russie et Ukraine. Des pourparlers qualifiés de significatifs, voire de positifs par Volodymyr Zelensky. Mais il n'y a pas de cessez-le-feu, pas de couloir humanitaire. Emmanuel Macron appelle à maintenir la pression sur Vladimir Poutine. Il a raison. Oui, il faut être prudent. Vladimir Poutine, on sait qu'il a subi des revers importants sur le terrain et que la résistance ukrainienne lui a infligé de lourdes pertes matérielles et humaines, qu'il est obligé de faire au moins une pause dans son offensive. Et donc, il y a peut-être une dimension tactique aussi à cet effort diplomatique, mais il faut évidemment aussi espérer le meilleur. Mais vous croyez ce matin une sortie diplomatique de ce conflit, rapidement ? Je ne sais pas si... Moi, je ne crois à rien. Je veux voir, en fait. Je veux être sûr que les choses se passent. Et ce que j'observe, en revanche, c'est qu'on a un président ukrainien dont on avait dit qu'il était extrémiste, qu'il était parfois le problème autant que la solution. Et on voit aujourd'hui à quel point il est prêt à ménager son propre pays, ménager y compris la relation avec la Russie, pour parvenir à un accord et éviter le pire. Alors justement, ce président ukrainien a demandé surtout ne pas lever les sanctions tout de suite. Est-ce qu'on peut les maintenir et combien de temps sans qu'il y ait un impact fort sur le pouvoir d'achat des Français ? Il faut les maintenir parce qu'on voit bien que c'est aussi un des éléments de la pression sur le régime russe. Et donc qu'il serait illusoire de considérer que si on baisse la garde maintenant, tout va bien se passer. Si la réaction des Européens n'avait pas été aussi forte, ce que Vladimir Poutine n'imaginait pas une seule seconde, il était habitué à une Europe qui est toujours en faux semblant, toujours dans une forme d'hypocrisie, condamnant mais n'allant pas jusqu'au bout de la sanction. Cette fois-ci, il s'est retrouvé dans une situation où il s'est heurté à un mur, et c'est ce mur qui, aujourd'hui, le fait en partie reculer. Donc, le mur ukrainien, parce que c'est sur le plan militaire, c'est compliqué, mais aussi sur le plan diplomatique, sur le plan de son isolement international, sur son isolement économique. Et c'est vrai que c'est aussi... Alors c'est une exigence de solidarité vis-à-vis que les Européens doivent exercer en direction des Ukrainiens, mais nous devons ça aussi à notre propre sécurité, et nous le devons aussi à notre propre raison d'être. Que serait l'Europe si elle n'était plus que finalement un vaste ensemble qui est incapable de défendre ses valeurs à ses propres frontières. Mais sur les conséquences sur le pouvoir d'achat, vous demandez aux entreprises françaises de quitter la Russie. Est-ce qu'il va pas y avoir des conséquences sur les emplois en France, sur le pouvoir d'achat des Français si ces sanctions vont trop loin ? Decathlon vient de le faire. Renault l'a fait. Je vois qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ont pris conscience que le dilemme qu'elles avaient, il faut comprendre le dilemme qui existe. Il ne s'agit pas d'être dans une forme de déni et de considérer que tout ça est sans importance. Ça a évidemment des conséquences. Mais à un moment, dans la vie, il y a des choix qui sont douloureux, mais il faut les prendre parce que tout simplement, ils permettent d'avancer. Et donc, à force de reculer, Vladimir Poutine, c'est pas son coup d'essai. Il y a d'abord eu la Tchétchénie, il y a eu la Crimée, il y a eu la Géorgie, il y a eu Alep, il y a eu la Libye, il y a maintenant le Mali, il y a la Centrafrique avec Wagner. Si on laisse faire, on sait que, en fait, l'histoire ne s'arrêtera pas là. Et donc, le moment est venu aujourd'hui de dire non, il y a un coup d'arrêt. Et donc, ça suppose d'être ferme pour une fois et de ne pas laisser une fois encore des populations dans le face-à-face avec le régime de Vladimir Poutine. Alors vous disiez, Decathlon a arrêté ses activités. Leroy Merlin ne l'a pas fait. Est-ce que vous condamnez cette attitude comme Total? Yannick Jadot a dit que Total était complice de crimes de guerre. Est-ce que vous partagez ce point de vue? L'expression est trop forte, on ne peut pas parler de complicité. Est-ce que vous condamnez la présence des entreprises françaises? Mais oui, je condamne la présence des entreprises françaises. Je pense qu'elles doivent, elles aussi, participer à l'effort de solidarité, que l'argent, les profits, ça ne peut pas être au-dessus de toutes les valeurs que nous défendons. Et moi, j'ai appelé depuis le départ à ce que les Françaises et les Français, si ces entreprises-là ne font pas l'effort
qu'on leur demande, eh bien, de les boycotter et de considérer qu'elles se sont mises d'une certaine façon en dehors des valeurs que nous devons porter ensemble. Vous dites aux Français de boycotter ces entreprises en France, ces enseignes en France. Si ces enseignes-là ne prennent pas les bonnes décisions, il ne s'agit pas de le dire dans l'heure, mais si elles ne prennent pas ces décisions, si elles n'annoncent pas en fait quel est leur propre échéancier, si elles disent qu'elles veulent se maintenir à tout prix, alors effectivement, j'appelle les Français à boycotter ces entreprises pour permettre une décision. C'est pas vrai que les emplois en France sont menacés par les emplois qui sont en fait en Russie. C'est pas, il y a une espèce on nous raconte une histoire qui n'est pas totalement juste. Sur le pouvoir d'achat, Christelle. Alors oui, on le disait tout à l'heure, on voit que les conséquences de la guerre se font sentir sur le pouvoir d'achat des Français, notamment sur le prix des denrées alimentaires qui commence à augmenter. Est-ce que le chèque alimentaire proposé par Emmanuel Macron vous semble une bonne idée pour parler au problème ? Moi, je crois que la solution, elle est simple. Ce sont les salaires. En fait, il y en a marre d'avoir, en fait, une espèce de cette politique du chéquier, qui est une politique souvent d'ailleurs clientéliste, qui ne rend pas, en fait, la justice au travail. J'ai entendu souvent les uns et les autres parler de revaloriser la valeur travail. Eh bien, la meilleure façon de la revaloriser, c'est de parler des salaires. Et c'est pas normal que dans notre pays, on ne parle pas des salaires. Alors, comment on augmente les salaires face à des patrons qui eux, ont la liberté de fixer les salaires? La première chose, c'est que déjà, on augmente le SMIC. Quand on regarde quelle a été l'évolution des dernières années, en réalité, on a des salaires en haut de l'échelle qui ont continué à augmenter plus fortement que ceux du bas de l'échelle, et l'écart s'est creusé. Donc aujourd'hui, quand Anne Hidalgo propose d'augmenter de 15% le SMIC, elle propose tout simplement un rattrapage par rapport à la situation des années précédentes. Donc déjà, commencer par ça. C'est 15% immédiatement. 15% immédiatement. Où il va y avoir des discussions, notamment avec les TPE, les PME, où c'est comme Jean-Luc Mélenchon, 25 avril, augmentation du SMIC. Il faut augmenter le SMIC d'entrée de jeu, et ensuite, il faut aller plus loin et demander une conférence salariale qui permette de revisiter la hiérarchie des salaires, faire en sorte que ce ne soit pas simplement au niveau du SMIC, mais au niveau de l'ensemble des salaires, qu'on réévalue les sujets. Il n'est pas normal. Mais jusqu'où ? Parce qu'Anne Hidalgo a dit augmentation de tous les salaires. Il n'y a pas une limite, c'est-à-dire vous augmentez tous les salaires, quel que soit votre salaire ? Non, c'est une conférence salariale. Une conférence salariale, c'est une négociation tripartite entre le patronat, les syndicats et l'État. Et donc chacun dit ce qu'il est prêt à faire pour permettre une évolution. Et évidemment, dans cette discussion, on ne plaidera pas pour que celui qui gagne 15 000 euros en gagne 16. C'est une évidence. Mais c'est quoi la limite ? C'est pas à moi de la fixer. Il y a une négociation qui jouera son rôle, mais l'évidence, c'est qu'on ne montera pas jusqu'en haut de l'échelle. Parce que la réalité, c'est que ça fait des années que, en fait, si on faisait en sorte que les plus hauts salaires n'augmentent plus et que les salaires, au contraire, enfin que l'argent qui leur est distribué soit distribué vers les plus bas, on augmenterait très largement les salaires moyens dans ce pays, et c'est ce qu'il faut viser, parce que vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, quand vous voyez les bénéfices extraordinaires qui sont réalisés par les entreprises du CAC 40, comment ne pas s'indigner de cet écart qui est absolument injustifiable. En pleine crise sanitaire, au moment où vous aviez des Français qui étaient en chômage partiel, qui perdaient 16% de pouvoir d'achat, parce qu'ils étaient à 84% de maintien de leur revenu. Eh bien, pendant ce temps-là, vous avez des gens qui ont fait des bénéfices gigantesques, vous avez des fortunes qui se sont consolidées, voire même qui ont doublé. C'est absolument indécent. Il y a un moment où il faut aussi remettre les choses à leur place, et je me souviens des discours enflammés du chef de l'État appelant à de nouveaux jours heureux, en appelant aux mannes du Conseil national de la résistance, rappelant que, disons à l'époque, nous étions en guerre et qu'il fallait donc tous les parallèles étaient faits. Eh bien, ce que je vois, c'est qu'il y a des premiers de corvée qu'on a salués, dont on a dit qu'ils avaient fait tenir ce pays debout, et un an après, eh bien, il ne se passait rien. Eh bien, il est temps qu'il se passe quelque chose. Il faut mettre la pression pour que, après cette élection présidentielle, oui, il y ait une discussion sur les salaires. Alors, on sait bien qu'augmentation des salaires est souvent synonyme d'augmentation des délocalisations. Comment vous résolvez cette équation ? Mais ce serait de la folie. En fait, on voit bien que notre problème aujourd'hui, c'est y compris notre souveraineté. Et que nous avons
payer cher le fait d'être dans l'incapacité de produire des masques, des respirateurs, des molécules, bref, tout ce qui permettait de faire face à une crise sanitaire. On le voit dans tous les domaines. On le voit aujourd'hui avec la guerre en Ukraine. On voit bien que même y compris sur le plan alimentaire, nous avons des difficultés car quand nous n'avons plus le blé, le maïs ukrainien ou russe, eh bien nous sommes dans une difficulté pour nourrir le bétail. Ça a des conséquences sur le pouvoir d'achat, etc. Et donc, plutôt que de chercher toujours à aller vers le moins-disant social et donc à délocaliser, et l'évidence, c'est qu'il faut aujourd'hui relocaliser une part de nos activités à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, pour pouvoir être en capacité de faire face à toutes les situations. Alors, comment on impose ça aux patrons français de relocaliser? En ce moment, je crois qu'ils comprennent que quand on a délocalisé dans des pays qui sont des pays qui ne sont pas forcément des grandes démocraties, évidemment, les salaires ils sont plus faibles qu'ailleurs, mais il y a un problème aussi, c'est que quand il y a un conflit, eh bien, il y a aussi de l'argent à perdre. Donc, que chacun réfléchisse à ce qu'il fait. C'est leur sagesse. Mais il faut. Ça suffit. Non, il faut parfois être plus contraignant, mais il faut vraisemblablement, aux frontières de l'Europe, être en mesure de créer des écluses qui permettent de pénaliser en fait le bilan carbone des biens qui viennent de l'extérieur et qui, en réalité, à la fois participent de la dépréciation sociale dans notre pays et en même temps sont la cause en fait du réchauffement climatique. Et donc tout ça est lié en réalité. Et donc oui, il est temps de penser le monde différemment, de présenter un modèle de développement qui ne soit pas celui qu'on connaît depuis de trop nombreuses années, avec la globalisation, qui a eu des effets bénéfiques parfois, mais qui a aussi des travers qui sont gigantesques et qui à la fois paupérisent les populations les plus pauvres dans notre pays, les classes moyennes, et puis aussi sont la cause aussi d'une partie du réchauffement climatique. Un mot sur la crise sanitaire, puisque les chiffres du Covid sont en augmentation. Le nombre de cas augmente fortement. On est à 10 jours du vote. Est-ce que vous demandez que les masques soient obligatoires dans les bureaux de vote? Obligatoire, je ne sais pas. En tout cas, je conseille, et pas seulement dans les bureaux de vote. Le bureau de vote n'est pas le lieu où on se contamine le plus. En réalité, on y passe quelques instants, mais je vois bien qu'il y a un certain nombre de lieux aujourd'hui où nous ne sommes plus contraints de porter le masque et où le risque existe de recréer des clusters. Vous demanderiez le retour du masque dans certains lieux? J'en appelle à ce stade à notre responsabilité collective. Et je sais bien qu'on en a tous marre de ce masque qui nous a masqué beaucoup, le sourire, qui a aussi empêché un certain nombre de liens de se créer. Nous sommes un pays latin avec le besoin de se voir, de se parler. Et tout ça, toutes ces distances qui ont été mises entre nous ont beaucoup pesé. Mais si nous voulons éviter un retour en flamme de la pandémie, oui, il faut en appeler la responsabilité de chacun et dans tous les lieux, on a le sentiment... Est-ce que le gouvernement a eu raison de lever les restrictions sanitaires? Est-ce que vous l'auriez fait si vous étiez au pouvoir ou est-ce que c'est irresponsable dans le contexte de l'épidémie actuelle? Je crois qu'il y a eu une coïncidence entre le moment où le gouvernement a levé ses obligations et puis peut-être une élection présidentielle qui approchait. Et il n'est pas interdit de penser que les mêmes raisons auraient conduit à des décisions différentes à d'autres époques. Mais je comprends aussi qu'il y a une lassitude des Françaises et des Français et que à certains moments, il faut aussi un peu lâcher la bride pour permettre à chacun de pouvoir vivre le plus normalement possible. Mais c'est pour ça que je dis... appelons-en aussi à la responsabilité de chacun et faisons attention, suivons les courbes. Je vois que, y compris, même si Omicron est plus contagieux, mais plutôt moins dangereux que les variants précédents, je vois aussi qu'on a une augmentation de 15% des soins critiques depuis une semaine. Donc il y a matière à s'interroger et à faire attention, à protéger celles et ceux qui sont vulnérables et pour tous ceux qui les côtoient, eh bien de reprendre le masque parfois pour éviter d'être des transmetteurs de ce virus. Un mot sur un sujet qui a fait irruption dans la campagne, c'est le recours au cabinet de conseil, puisqu'un rapport sénatorial a révélé qu'il y avait eu près d'1 milliard en 2021 dépensé par l'État pour un recours à cabinet de conseil privé. Est-ce que, si Anne Hidalgo est élue, vous vous engagez à ne pas avoir recours à des cabinets de conseil privés durant le quinquennat? Oui, cette histoire-là peut paraître... Enfin, je vois que le président de la République le traite avec une forme de dédain. Il dit, en fait, au fond, si les gens sont pas... Enfin, si mes opposants me critiquent, qu'ils viennent me chercher au pénal. Mais la question n'est pas la question de la légalité. La question, et c'est là même
on se dit, mais il ne comprend même pas ce qui lui est reproché. Il ne comprend même pas que le fond du problème, c'est d'avoir, au fond, privatisé une partie de la décision de l'État. Ce sont des entreprises privées, aujourd'hui, selon des logiques qui sont des logiques propres au secteur privé, qui viennent maintenant définir en lieu et place de la fonction publique ce qu'est l'intérêt général. C'est scandaleux. Lui dit c'est sur des missions ponctuelles. L'administration ne peut pas, sur des missions ponctuelles. Sur des missions ponctuelles. Vous pensez vraiment que les missions qui ont été remplies par McKinsey étaient des missions qu'on ne pouvait pas remplir? Est-ce qu'on avait besoin de payer un cabinet privé pour nous dire qu'il fallait fallait baisser les APL des Français? Alors je comprends que McKinsey ait fait ce choix. Ça correspond à leur logique. Enfin, c'est quand même pas. On est venu frapper des Français qui sont des Français modestes au portefeuille, tout ça sous l'égide de cabinets américains qui sont dans une logique. Il y a un manque d'objectivité de la part de ces cabinets de conseil, ou qui ont un intérêt. C'est pas, ils manquent d'objectivité, ils ont leur propre subjectivité. Et on connaît en fait leur modèle, qui n'est pas le modèle des jours heureux, pour reprendre là encore la formule du Conseil national de la résistance. En fait, ils sont dans une logique qui est une logique vraiment libérale. Fabien Roussel reprend le Conseil national de la résistance. Les droits d'auteur ont été déposés depuis longtemps par Jean Moulin et ses frères. Sur la réforme des retraites, Olivier Faure, vous êtes pour le maintien de la retraite à 62 ans. Anne Hidalgo qualifie la réforme d'Emmanuel Macron d'indigne et d'injuste. Mais est-ce que finalement cette réforme d'Emmanuel Macron, c'est pas le prolongement de la réforme de Marisol Touraine? Pas du tout. Pas du tout. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi, mais ensuite, vous dire aussi que, en fait, cette réforme, elle est purement idéologique. En fait, les travaux du corps, qu'est-ce qu'ils nous disent? Le Conseil d'orientation des retraites, ils nous disent que, à l'horizon qui est anticipable, 2070, donc les 50 prochaines années, il n'y a pas de problème de financement de nos retraites. Pas de problème de financement de nos retraites pendant les 50 prochaines années. Et ils nous disent aussi que là, il y a un déficit. Mais ils nous disent, il n'y a pas de problème de financement, on rattrapera, et il y a des pics, des creux, comme dans toutes les institutions que nous connaissons. Il y a des moments où il y a des petits passages qui peuvent être plus difficiles que d'autres. Mais enfin, ils nous disent, à 50 ans, il n'y a pas de problème de financement. Et voilà un président qui nous dit, oh là là, dépêchons-nous, 65 ans tout de suite. Mais d'abord, c'est pas... Alors, je réponds à votre question. Nous n'avons pas fait la même chose dans le quinquennat précédent, nous avons touché à la durée de cotisation. C'est totalement différent. 65 ans, ça veut dire que même, y compris des gens qui ont commencé à travailler tôt, vont devoir travailler plus longtemps. Emmanuel Macron, il allonge aussi progressivement la durée de cotisation sur 9 ans pour arriver à 65 ans en 2032. Non, quand vous augmentez la durée de... Enfin, vous avez plusieurs variables, soit le montant des pensions, soit l'âge légal, soit la question de la durée de cotisation. La durée de cotisation, ça veut dire que tout le monde cotise la même durée. Mais quand vous avez commencé à travailler tôt, vous partez plus tôt. Quand vous touchez à l'âge, ça veut dire que même si vous avez commencé à travailler plus tôt, vous partirez plus tard. Ça veut dire que vous avez des gens qui ont commencé à travailler tôt, qui vont cotiser plus longtemps, ce sont ceux qui ont l'espérance de vie la plus faible. Donc, en réalité, ils vont en profiter moins longtemps que les autres. C'est-à-dire que les cols bleus vont en réalité payer la retraite des cols blancs. C'est complètement fou. À 65 ans, vous avez 30% des 5 Français les plus modestes qui sont déjà décédés. Alors que vous avez uniquement 5% des Français les plus riches qui sont décédés de leur côté. C'est complètement inégalitaire. Et ce dont personne ne parle. Macron dit, mais c'est pas grave, moi j'aurai aussi une jambe gauche. Vous savez, cette fameuse jambe gauche qu'on attend toujours. Eh bien, en fait, cette jambe gauche, elle ne viendra jamais. Pourquoi? Il dit, il y aura 1100 € de retraite minimale. Formidable, on se dit, enfin, c'est pas mal quand même, c'est peut-être le donnant-donnant. Sauf qu'il faut avoir toutes ces années de cotisation. Qui sont les gens qui ont des retraites inférieures à ces 1100 €? Le plus souvent, ce sont des gens qui n'ont pas cette durée de cotisation. Donc, ils attendent quoi? L'âge, en fait, du taux plein automatique, qui est 5 ans après l'âge légal. Il est aujourd'hui de 67 ans. Et voilà, donc ça veut dire que 65 ans, ça veut dire que c'est en fait 70 ans. Qui attendra 70 ans pour toucher ces 1100 € alors que vous savez très bien que la moitié des Français qui arrivent à la retraite sont déjà en situation en fait de chômage. Emmanuel Macron, il n'a pas précisé si le taux plein serait décalé à 70 ans. Quoi. On imagine que si l'âge légal est à 65 ans, il ne va pas maintenir à 67 ans le taux plein. C'est une évidence. Donc la réalité, c'est qu'on est dans une situation qui est catastrophique pour une part des salariés. Et que faut-il faire donc? Oui, il faut maintenir à 62 ans. Mais oui, il faut aussi réintroduire les critères de pénibilité que nous avions votés dans le quinquennat précédent, qui permettaient à des gens qui ont des tâches qui sont particulièrement pénibles ou particulièrement dangereuses, par exemple l'exposition aux matières chimiques, etc., de partir plus tôt à la retraite. Il y a 25% des Français qui sont dans cette situation-là. Il faut leur rendre justice. C'est aussi ça, revaloriser la valeur de travail. Sur la campagne d'Anne Hidalgo.
Oui, on est à moins de 15 jours du premier tour. Anne Hidalgo est toujours autour de 2%. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que vous espérez encore pour votre candidate ? Mais ce que j'espère tout simplement, c'est que ce que nous disons ce matin, ce que dit Anne Hidalgo tous les jours, cette campagne qu'elle mène avec détermination, eh bien, va porter ses fruits. Vous savez très bien que dans le dernier, en 2017, vous avez 30% des Français qui se sont déterminés dans les 10 derniers jours. Et encore 10% dans l'isoloir. Donc la question, elle est encore devant nous pour une partie des Français. Et moi, ce que je souhaite, c'est que chacun viennent dans cette élection avec ses propres convictions, se disent, voilà, le vote qui permet d'être entendu, c'est celui qui exprime ce que je crois. Ne pas être toujours l'otage des sondages, parce que là aussi, il y a quelque chose de profondément dérangeant et même peut-être d'antidémocratique. Vous avez, en fait, depuis des mois et des sondages qui, forcément, orientent... Vous interdiriez ces sondages ? Moi, je suis favorable à ce que disait Jean-Pierre Sueur il y a quelques années. Il disait il faut qu'il y ait une période pendant laquelle les sondages ne sont plus publiés parce que, en réalité, ils matrisent complètement notre façon de penser. Et aujourd'hui, on finit par croire que si on vote pour un tel ou un tel, ça ne sert à rien et qu'il vaut mieux voter pour tel ou tel. La vérité, c'est que si on n'avait pas les sondages pour nous orienter, on voterait pour ses convictions. Et moi, je souhaite qu'on fasse abstraction des sondages et qu'on vote pour ses convictions. Anne Hidalgo, à Limoges, a beaucoup critiqué l'appel au vote utile de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, le PS a eu souvent recours à cet argument du vote utile, en 2007, en 2012. Pourquoi aujourd'hui, ça ne fonctionne plus ? Non, ce que Anne Hidalgo dit, ce que je dis, ce que nous disons toutes et tous, c'est que la question du vote utile, elle doit aussi rejoindre la question des convictions. Et est-ce qu'aujourd'hui, si Jean-Luc Mélenchon était président, il conduirait la bonne politique, pour revenir sur la question ukrainienne, sur la politique étrangère que nous souhaitons ? Moi, je pense que, à la fois pour ce qu'il a dit dans le passé, et je vois qu'il cherche à faire amende honorable. S'il fait amende honorable, tant mieux. Il vaut mieux qu'il évolue. Mais qu'est-ce qu'il dit sur la situation actuelle, présente ? Il dit, moi, président, je sors de l'OTAN. Ensuite, il dit, je ne livre pas d'armes à l'Ukraine. Et ensuite, il dit, je ne veux pas sanctionner la Russie. Mais pardon, mais cette façon-là de concevoir la politique étrangère de la France, notamment par rapport à la Russie, c'est la capitulation. C'est accepter l'idée que ce soit la paix russe qui s'impose. Et moi, je ne veux pas de la paix russe et je ne veux pas surtout décider à la place des Ukrainiens. Ça n'est pas nous qui sommes un pays souverain mais qui respectons les autres pays souverains de leur dire ce qu'ils doivent faire et leur dire qu'ils doivent accepter aujourd'hui les conditions que leur fait Vladimir Poutine. Mais lorsque le PS appelait au vote utile, les autres partis de gauche avaient peut-être les mêmes réserves vis-à-vis du Parti socialiste et ils sont allés voter malgré ces réserves. Est-ce qu'aujourd'hui, vous comprendriez qu'il y ait une union de la gauche derrière Jean-Luc Mélenchon, même si vous formulez des réserves importantes ? Mais, pardon, il y a la question qui est posée aujourd'hui, c'est la question de savoir comment on fait vivre un ensemble à gauche auquel Jean-Luc Mélenchon s'est toujours refusé, y compris refusant même le vocable de gauche. Donc je ne vois pas au nom de... Et pendant 5 années, il a refusé à toutes les époques... toute forme de rassemblement avec l'ensemble de la gauche. Donc je ne vois pas au nom de quoi on dirait aujourd'hui que c'est le vote utile. On a une dernière question, on est dans la période d'égalité. Pardon, mais les temps sont un peu contraints. Dernière question sur la reconstruction. Sur la reconstruction du PS, beaucoup appellent à une refondation du PS. Aujourd'hui, vous la voyez comment ? C'est quoi le PS de 2023 dans la tête d'Olivier Faure aujourd'hui ? Et avec qui ? Alors, oui, vous avez dit que vous ne vouliez plus des éléphants. Non, la difficulté, je vais vous répondre ce matin, c'est pas le fait que je ne sache pas ce que je veux faire. J'ai une idée très précise de ce qu'il faut faire. En même temps, je ne voudrais pas qu'on passe notre temps à parler de l'après comme s'il n'y avait pas un avant. Et je vois qu'il y a des gens qui, pendant 5 ans, n'ont jamais contribué à la renaissance de la gauche et du Parti socialiste, qui maintenant en sont déjà à enjamber l'élection présidentielle pour en arriver à la reconstruction. Qui ? Moi, je voudrais d'abord qu'on s'occupe de cette présidentielle, dire que, en appeler à la mobilisation générale pour les prochains jours, dire aux socialistes, battez-vous jusqu'au dernier souffle pour pouvoir faire en sorte que jusqu'au dernier instant, pour que on ait... Vous y réfléchissez quand même. Mais bien sûr que j'y réfléchis. Mais ça sera bien sûr qu'il faudra renverser la table, faire en sorte que nous puissions tenir compte, tirer les leçons, pas seulement nous, toute la gauche tire les leçons de son échec, parce qu'une gauche qui toute mouillée fait 25%, c'est inédit, c'est historique.
historiquement faible, des partis politiques qui se sont divisés jusqu'à la dernière seconde et qui n'ont pas réussi à se mettre autour d'une coalition pour pouvoir gouverner ce pays dans de bonnes conditions, effectivement, c'est une folie. Et je me rappelle qu'il y a à peine 6 mois, quand Ipsos sondait un candidat commun des socialistes et des écologistes, il était à 18%, c'est-à-dire qu'il était au second tour de l'élection présidentielle. Eh bien, effectivement, tout ça doit nous interroger et il faudra reconstruire sur des bases qui soient des bases claires, des bases saines sur le fond, et en même temps sortir de cette guerre de tranchées qui a finalement qui n'a qu'un seul résultat, c'est qu'il n'y a aucun vainqueur à gauche. Merci beaucoup Olivier Faure d'avoir été notre invité.